parler de l'évolution du genre Homo en 50 minutes, c'est totalement impossible. C'est plutôt origine et évolution du genre Homo. Et en fait, aujourd'hui, on va plutôt discuter de la notion de la définition du genre Homo. Comment on définit le genre Homo? Alors, c'est une question qui est un peu abyssale, hein. On est les seuls représentants aujourd'hui du genre Homo. C'est notre genre, c'est celui auquel on appartient. Sauf que si on regarde un peu ce qui se passe dans l'épaisseur du temps, on se rend compte d'une chose déjà, c'est que ça n'est jamais arrivé jusqu'à il y a 30 000 ans qu'il y ait une seule espèce d'homme vivante sur Terre. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le passé. Et si on remonte dans le temps, on constate aussi qu'il y a de très très nombreuses formes, alors, espèces, on va dire, différentes, voire même genres différents. Et concernant le genre Homo, justement, l'existence de ces genres différents, on va parler d'Australopithecus, de Paranthropus par exemple, vous allez voir que finalement ça complique drôlement cette histoire de définition du genre Homo. Aujourd'hui, à la limite, on ne se pose même pas la question. Enfin, je pense que vous pourriez tous me lister des quantités de différences qui nous différencient de notre plus proche cousin, le chimpanzé, et vous allez dire, bah, finalement, c'est ça qui permet de définir le genre Homo. Sauf que si on remonte dans le temps, eh bien, évidemment, ça ne marche pas. Donc c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. On va donc parler du genre Homo, c'est cette partie de l'arbre. Alors pour mémoire, hein, l'histoire évolutive des hominines est longue. Paul a évoqué l'histoire de divergence chimpanzé et lignée Australopithecus Homo, avec tout un tas de discussions sur la date de cette divergence, les quelques fossiles qui viennent s'inscrire dans ce débat. Par exemple, Toumaï et Aurorine, datés aux alentours de 6 à 7 millions d'années. Toute cette discussion, est-ce que ça veut forcément dire que ces deux fossiles se situent avant ou après la divergence homme-chimpanzé? En fait, on n'en sait strictement rien, puisqu'on ne sait pas du tout à quoi ressemblait au niveau des fossiles. On n'a aucune idée de ce à quoi ressemblait le dernier ancêtre commun. Donc c'est pas parce qu'il y a quelques indices de bipédie sur ces deux-là que ça veut forcément dire qu'ils étaient après la divergence et qu'ils étaient forcément les ancêtres, on va dire, pour simplifier, de la lignée Australopithecus Homo. Si le dernier ancêtre commun pratiquait une espèce de bipédie dans les arbres, les indices de bipédie, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Mais non, donc nous, ce dont on va parler, c'est avant tout de cette période ici, qui est située entre 2,6 et 1,6 millions d'années. Donc encore une fois, on y trouvait des australopithèques, des paranthropes et les premiers représentants du genre Homo. Et puis à la fin, on parlera de la période la plus récente, où je vous parlerai de quelques petits bonshommes qui me tiennent particulièrement à cœur et qui existaient en Asie du Sud-Est insulaire. Alors, cette période ancienne, entre 2,6 et 1,6 millions d'années, alors ça fait quand même 1 million d'années, hein, c'est pas rien. De quoi on parle? On parle de fossiles qui ont été mis au jour en Afrique de l'Est, beaucoup en Afrique de l'Est, et aussi en Afrique australe, l'Afrique du Sud actuelle. Pourquoi cette période est intéressante quand on s'intéresse à la définition du genre Homo? Parce que si on regarde uniquement la situation en Afrique de l'Est, donc dans cette fenêtre de 6 à 1,8, là j'ai mis de 6 à 1,6, on se rend compte qu'il y a au moins deux genres différents, reconnus à partir des fossiles mis au jour. Donc deux espèces de Paranthropus, Paranthropus aethiopicus, Paranthropus bosei, probablement au moins deux espèces décrites comme appartenant au genre Homo, Homo rudolfensis et Homo habilis. Et il y a aussi dans cette période en Afrique de l'Est, alors je l'ai flouté parce que c'est plus vraiment vrai, mais il n'y a pas si longtemps, c'était la période qui correspondait aux plus vieux outils de pierre taillée connus qu'on connaissait. Donc c'est les fameux outils de 2,6 millions d'années de Gona en Éthiopie. On sait maintenant que ce ne sont pas les plus vieux outils de pierre taillée. Alors on va partir en Afrique de l'Est et puis on va regarder des belles images et puis faire un peu d'histoire des sciences, comme ça j'espère que la fin d'après-midi sera sympathique. Et je vais vous parler des grandes découvertes effectuées en Afrique de l'Est, en Tanzanie, dans le site d'Olduvai en particulier, dans les gorges d'Olduvai, et de l'histoire, quelques mots sur l'histoire de l'invention de l'espèce Homo habilis. Alors donc on va dans les gorges d'Olduvai en Tanzanie. Ce sont des formations géologiques absolument fabuleuses, connues depuis très très longtemps, puisque les paléontologues allemands, en particulier Hans Reck, avant la Première Guerre mondiale, avaient fait d'énormes travaux
sur les vertébrés fossiles des gorges d'Olduvai, avec des milliers de fossiles mis au jour. Et c'est en fait à partir du début des années 1930, à partir de 1931, qu'un très célèbre couple de paléoanthropologues, de préhistoriens, Louis, ici, mais c'est tout flou en fait, je ne vois pas. Donc, il y a Louis, il y a Mary Leakey et il y a leur fameux dalmatien. Si vous vous intéressez à la grande épopée des recherches en préhistoire à cette époque-là, c'est une histoire assez fascinante, l'histoire du couple Leakey. Donc ils entament des grands programmes de fouilles dans les gorges d'Olduvai, et pendant 28 ans, donc de 1931 à 1958, ils vont mettre au jour, mais des milliers, quand je vous dis des milliers, c'est des dizaines de milliers d'outils de pierre taillée, d'ossements d'animaux, dans des niveaux stratifiés. Alors à l'époque, il n'y avait pas les méthodes de datation dont on dispose aujourd'hui, mais les corrélations par rapport aux faunes et tout ça indiquaient vraiment qu'on était dans des périodes anciennes. Et évidemment, des outils de pierre taillée, probablement les plus anciens qui étaient connus à l'époque. La grande motivation de Louis et Mary, quelques années après, c'était évidemment de trouver des fossiles qui correspondaient aux auteurs de ces outils de pierre taillée, probablement très anciens. Et ça va donc leur prendre 28 ans, puisque c'est en 1959, juillet 1959. Alors ici, vous avez une stratigraphie synthétique en fait, des gorges d'Olduvai. Vous voyez que vraiment la stratification, c'est un joli millefeuille qui couvre une très longue période de temps. Et c'est dans cette formation, voilà, Bed 1, la première formation en fait de ces gorges d'Olduvai. Alors aujourd'hui, les datations indiquent des âges compris entre 1,7 million d'années et 2,2 millions d'années. La découverte, donc en juillet 59, vous voyez ici Mary Leakey qui est en train de fouiller, d'un maxillaire, en fait, une mâchoire supérieure, là, à l'envers, on voit les dents qui dépassent. Au moment de la fouille, ça se voit sur ces photos qui sont assez géniales de l'époque in situ. On voit clairement qu'elle est en train de mettre au jour un fossile humain. Donc gros enthousiasme. Et publié, alors c'était l'époque où Nature, ça y est, découverte en juillet 59 sur le terrain, publié le 15 août 59. Waouh! Donc enfin la découverte des premiers restes fossiles humains dans les gorges d'Olduvai, donc présentation aux journalistes suite à la publication et tout ça. Sauf que c'est quoi ce reste humain? C'est ça. C'est quelque chose qui faisait beaucoup marrer le troisième larron de l'équipe, surtout pour l'étude des fossiles, Philippe Tobias. Et le fossile humain, enfin mis au jour sur le site d'Olduvai, c'est ce gros crâne super balèze avec une crête sagittale ici sur le dessus du crâne, sauf évidemment la partie manquante, mais un peu à la manière des gorilles actuels. Une face énorme avec des dents énormes. Bon, pour caricaturer, une énorme déception, parce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver ça comme ancêtre de l'homme, comme étant le premier auteur d'outils à Olduvai. Pourtant, c'est ça qu'ils ont trouvé. Donc voilà, ça a été publié dans une grosse monographie publiée par Philippe Tobias d'ailleurs. Alors à l'époque, ils l'avaient appelé Zinjanthropus, le nom de genre qu'ils avaient créé, boisei. Aujourd'hui, ça s'appelle Paranthropus boisei. On a reconstruit le genre Paranthropus en y mettant plusieurs espèces qui avaient été décrites. Donc c'est l'OH5 découvert en 1959 et qui provient donc de ce niveau le plus ancien d'Olduvai. Alors, avec toutes ces caractéristiques, pour mémoire quand même, pour remettre ça dans le contexte de l'époque, on avait encore relativement peu de fossiles pour reconstruire l'histoire évolutive du genre Homo, mais comparé à ce que, par exemple, le Pithecanthropus erectus, maintenant Homo erectus, qui avait été découvert à Java, à quelques fossiles pas aussi anciens, mais qui avaient été aussi découverts en Afrique, ça sortait très clairement du lot. Et ça rentrait pas bien dans ce qui était en train de se construire, pour une date ancienne certes, mais pas si ancienne que ça. Avoir un ancêtre il y a 1,8 million d'années qui ressemblait à ça, c'était pas très convenable, c'était pas ce qui était attendu en tout cas. Donc voilà, au passage, des petites reconstructions qui ont été proposées sous forme de dessin de ce Paranthropus boisei. Et donc, très vite, la question qui s'est posée, c'est est-ce que ce Gugus-là, ce Paranthropus boisei, est-ce que c'est bien l'auteur des outils de pierre taillée découverts dans ce même niveau dans les gorges d'Olduvai?
Pour l'anecdote, Louis Leakey a essayé dans quelques colloques, dans la foulée, de présenter ça, d'essayer de persuader les collègues, mais il essayait de se persuader lui-même, et il n'était pas persuadé. Donc ils sont retournés sur le terrain, parce que très vite, Louis et Mary Leakey ont dit « Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas lui le premier homme, c'est pas lui le premier qui a fabriqué des outils dans l'histoire évolutive du genre Homo. » Donc ils retournent à Olduvai, bon, ils n'étaient jamais vraiment partis, mais vraiment dans cette quête de trouver quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, le vrai premier homme, on va dire. C'est assez fascinant, je le présente comme ça, parce que c'était vraiment le leitmotiv de ces recherches. Et ce qui devait arriver arriva. Enfin, d'habitude, ça ne se passe pas comme ça, mais là, ça s'est passé comme ça. De 1960 à 1964, ils vont commencer à trouver tout un tas de fossiles, beaucoup dans ce même niveau ancien que le niveau qui avait livré le crâne du Paranthropus boisei, mais également quelques fossiles dans ce bed 2, donc un petit peu plus récent, mais toujours âgé de plus de 1 million d'années. Alors à quoi correspondent ces fossiles? Ils correspondent à, pour cet ensemble de spécimens, alors ils ont considéré pour tout un tas de raisons que ces différents éléments devaient appartenir au même individu. En fait, il y a très peu d'arguments pour le dire. Une mâchoire inférieure, une mandibule avec une denture assez complète, des fragments d'une calotte crânienne, et puis des os de la main, des phalanges de main. Juste pour indication, ça correspond à un adolescent. Il n'y a pas la troisième molaire, par exemple, ici, la dent de sagesse. Et sur les phalanges, on voit les épiphyses proximales qui ne sont pas encore fusionnées. Donc c'est un enfant. Je vous précise ça parce que ça va devenir l'holotype de l'espèce que je vais vous présenter, et c'est rarement une bonne idée d'utiliser un individu qui n'est pas adulte pour décrire une nouvelle espèce. Ça a été source de plein de problèmes après, que je ne veux pas développer aujourd'hui. Également un pied, le pied OH8, donc tout un ensemble d'ossements du pied. Vous avez presque toute la cheville, presque tout le tarse et les métatarsiens. Il manque les phalanges ici au bout. Et puis, donc, comme je vous le disais, également des fossiles découverts dans le niveau juste au-dessus, le niveau 2. C'est à l'époque où ils se sont mis à donner des petits noms aux fossiles. Ça a un peu lancé la mode de donner des noms aux fossiles. Lucie, c'était pas la première, donc je vous présente Cindy, je vous présente George. Donc vraiment une accumulation de fossiles très très rapidement, de 1960 à 1964. Accumulation de fossiles qui, en tout point, sont très différents du Paranthropus boisei qui avait été découvert l'année précédente, en 59, et qui, en tout point, correspondaient aux attentes en fait, des Leakey. Ça y est, ils avaient enfin trouvé un homme fossile de petite taille, mais plus gracile, qui ne présentait pas cet aspect très robuste du Paranthropus boisei. Et ils ont donc décidé, à partir de tout cet ensemble de restes, donc Louis Leakey, Philippe Tobias et John Napier, de publier une publication qui a fait date, mais pour cause. Donc le 4 avril 1964, dans Nature, description d'une nouvelle espèce du genre Homo des gorges d'Olduvai, et c'est la description de la nouvelle espèce Homo habilis. Donc ça y est, ils décrivent le premier homme, et on va essayer de regarder un petit peu ensemble la façon dont ça fonctionnait à cette époque, et vraiment le leitmotiv de toutes ces recherches. Je vous ai fait un tout petit extrait de la diagnose, de la nouvelle espèce Homo habilis, donc une capacité crânienne qui est une capacité crânienne moyenne, c'est-à-dire de tous les individus pour lesquels ils ont des éléments du crâne, qui est plus grande que celle des australopithèques, mais plus petite que celle d'Homo erectus, des caractères crâniens, en particulier les insertions musculaires, qui sont faibles à fortement marquées, des maxillaires et mandibules qui sont plus petits que ceux des australopithecus, des prémolaires et des molaires qui sont étroites et longues, comparées aux australopithecus. On est vraiment dans l'exercice, on compare nos fossiles à ce qu'il y a de très primitif, les australopithecus, à ce qu'il y a de plus moderne, de plus dérivé, Homo erectus et Homo sapiens, pour bien démontrer que c'est entre les deux. C'est vraiment ça la logique. Et donc il y a plusieurs caractères, en particulier du squelette postcrânien, qui sont très très proches de ce qu'on rencontre par exemple chez Homo sapiens, les Homo sapiens actuels. En particulier, je ne vous l'ai pas dit, une clavicule au milieu, les os de la main et les os des pieds. Donc, ils décrivent leur nouvelle espèce qu'ils appellent habilis, qu'ils placent dans le genre Homo, mais ils disent « Ah là là, attention,
pour que ça rentre dans le genre Homo, il faut réviser la diagnose du genre Homo, parce que ça ne rentre pas. C'est assez unique, je pense, dans l'histoire. Donc, avant de proposer la diagnose d'habilis, il propose une révision de la diagnose du genre Homo pour l'élargir, pour que leurs fossiles puissent rentrer dedans et ne se retrouvent pas relégués, entre guillemets, chez les Australopithecus et chez les Paranthropus. Donc, je ne veux pas vous faire le détail, mais il révise la diagnose du genre Homo. Au passage, il n'y a pas vraiment de diagnose pour le niveau taxonomique genre, hein. Mais bon, c'est pour bien faire comprendre quoi? C'est pour bien faire comprendre que la discussion sur les outils, qui fait également partie de l'article où ils décrivent la nouvelle espèce, les associations culturelles, donc ils expliquent qu'à l'époque, ils avaient trouvé plein d'outils, puis qu'au milieu des outils, ils avaient trouvé le Zinjanthropus, qu'ils appellent Australopithecus maintenant. Et ils concluent quoi? Que c'est encore possible quand même d'imaginer que ce soit le Zinjanthropus et Homo habilis qui aient tous les deux fait les outils de pierre taillée. C'est probable, cependant, que le second, donc Homo habilis, était un fabricant d'outils un peu plus avancé et que le zinjanthrope, le crâne du zinjanthrope représente en fait un intrus ou une victime, hein, sur un site d'habitat d'Homo habilis. Donc là, il renverse carrément la vapeur. Bon, c'est toujours possible que les deux espèces aient fabriqué ces outils, mais en fait, c'est plus probable qu'il y en ait un qui est fini que zinjanthrope ait fini en méchoui de Homo habilis. Donc, tout ça pour arriver à démontrer que, pourquoi tous ces efforts, faut faire rentrer habilis dans le genre Homo, parce que habilis, c'est celui qui a fabriqué les outils, d'ailleurs, d'où le nom d'espèce, hein, l'homme habile. C'est forcément lui qui a fabriqué les outils, donc il faut forcément le faire rentrer dans le genre Homo. Cette histoire de c'est l'homme qui fait l'outil, c'est l'outil qui fait l'homme, on s'empêtre là-dedans depuis très très longtemps. Et là, vraiment, au début des années 60, on est vraiment à fond dans cette logique. C'est forcément un individu, une espèce qui appartenait au genre Homo, qui a fabriqué des outils, puisque ce sont les hommes qui fabriquent des outils, ce qui les différencie des autres animaux. Vous voyez un peu la logique qui est biaisée, hein, là, évidemment. Mais vous allez voir où je veux en venir, enfin j'espère que vous allez voir où je veux en venir dans tout, jusqu'à la fin. Donc, publication de la nouvelle espèce, Homo habilis. Comme d'habitude, quand on publie une nouvelle espèce, il y a du scepticisme. Il y a beaucoup, ce qui est normal, c'est qu'il y a beaucoup de discussions. Est-ce que vous avez bien fait comme il fallait? Est-ce que ça n'aurait pas été plus raisonnable de le mettre dans le genre Australopithecus? Ah bah non, parce qu'il y a des outils. Donc oui, mais on ne définit pas une nouvelle espèce avec ses attributs culturels, on la définit avec ses attributs biologiques. Donc tout un tas de discussions. Et puis, en fait, les découvertes vont continuer à se multiplier. Toujours dans les années 60 dans la gorge de l'Olduvai. Et à partir des années 70, alors c'est l'époque, nous on connaît Yves Coppens, c'est tout ça qui partent dans les sites très anciens en Éthiopie, mais à la même époque, pour des raisons géopolitiques, hein, tous ces terrains s'ouvrent et deviennent enfin accessibles aux chercheurs. Et c'est le cas par exemple juste à côté de l'Éthiopie, au Kenya, et on a les très très grosses missions qui s'organisent au Kenya, en particulier autour de ce qui s'appelle aujourd'hui le lac Turkana et qui s'appelait à l'époque le lac Rodolphe, dans les années 70. Donc, découverte qui continue à Olduvai. Je vous ai déjà présenté Cindy et George, je vous présente juste Twiggy, qui est un des crânes les plus complets qu'on connaisse jusqu'à aujourd'hui pour l'espèce Homo habilis. Donc Twiggy, découvert en 1968. De nouveau dans le niveau le plus ancien. Et donc, en Afrique de l'Est, alors on est toujours chez les Liki, mais cette fois-ci, je vous présente le fils, Richard Liki, et sa femme, Mive Liki, qui organisent donc qui participent à l'organisation de ces grandes missions dans l'Est africain, et en particulier au Kenya. Et là, un peu même topo qu'à Olduvai, hein, autour du lac Turkana, il y a des stratigraphies assez fabuleuses quand on s'intéresse à ces périodes de temps, avec des tubes volcaniques qui sont intercalés régulièrement, qui permettent d'avoir des corrélations d'un site à un autre, et des calages avec des datations radiométriques qui commencent à se développer. Bref, c'est un peu le paradis, puis c'est le paradis aussi parce que c'est absolument, c'est d'une richesse incroyable en termes de fossiles animaux, y compris les hominines, et y compris pour cette période ancienne qui nous intéresse, dont on parle depuis tout à l'heure, contemporaine des périodes documentées à Olduvai. Et là, entre autres choses, sont découverts ce crâne, KNMER 1813,
daté donc entre 1,6 et 1,9 million d'années. Alors il est un peu plus petit, mais il ressemble pratiquement comme deux gouttes d'eau à Tweedy, là, que je vous ai présenté juste avant, mise au jour à Olduvai en 68. Et puis KNMER 1470, ici, dans une datation un peu plus ancienne, puisqu'il est sous un autre tuf, qui ressemble, alors dès sa publication, lui c'est marrant parce qu'on voit que les chercheurs tournent un peu autour du pot, il ressemble beaucoup à un Homo habilis, mais alors avec tout un tas d'hésitations, est-ce que c'est vraiment un Homo habilis ou est-ce que ça n'en est pas un? Donc tout un tas de discussions, je ne sais plus la diapo d'après, voilà, et voilà. Bah, c'est ça en fait, les discussions autour des fossiles attribués aux Homo habilis découverts à Olduvai, les nouveaux fossiles mis au jour autour du lac Turkana. Donc celui-ci et celui-ci sont d'abord publiés comme Homo habilis, avec quelques doutes pour celui-ci. Et quelques années après, c'est un collègue russe qui va un peu chipper la vedette en disant non, 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 ça c'est pas Homo habilis, on va créer une nouvelle espèce pour celui-là, on va l'appeler Homo rudolfensis. En fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à quelque chose d'assez classique, surtout après ces grandes expéditions est-africaines. On découvre de plus en plus de fossiles, des milliers de fossiles, et on a exactement la même histoire pour Australopithecus afarensis, et la distinction de afarensis et anamensis. Là, pour cette période, on a de plus en plus de fossiles qui ressemblent à Homo habilis. Allez, Homo habilis, Homo habilis, Homo habilis, puis arrive un jour où on les étale tous sur une table, et puis on se rend compte que bah non, ça ne correspond pas à un ensemble de variations qui est homogène, mais plutôt à deux ensembles différents, d'où cette proposition d'Alexeyev, et qui a été en fait validée. Il y a encore tout un tas de discussions, alors ça peu importe, c'est pour mémoire. Aujourd'hui, la plupart des collègues ont tendance à reconnaître qu'effectivement, pour les premiers représentants du genre Homo, c'est pas une seule espèce Homo habilis, mais c'est probablement au moins deux espèces, Homo habilis et Homo rudolfensis. On n'est pas à l'abri d'un troisième dans pas très longtemps, mais à force de le dire, et ça vient pas, donc je sais pas. Alors, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que autour du lac Turkana, dans ces mêmes périodes, c'est exactement pareil qu'à Olduvai, c'est-à-dire qu'il y a ces jolis fossiles d'Homo habilis et d'Homo rudolfensis que je vous ai présentés, mais il y a aussi de magnifiques fossiles de Paranthropus boisei. Il y a plein de fossiles de ces paranthropes très robustes qui ont été mis au jour exactement dans les mêmes niveaux autour du lac Turkana. Donc, il y a de toute évidence dans cette fenêtre chronologique un foisonnement assez impressionnant. Bon, vous allez me dire c'est vaste l'Afrique de l'Est, mais d'accord, mais c'est quand même pas si vaste que ça. Comment on peut expliquer qu'il y ait une telle explosion de la diversité des hominines à cet endroit, à ce moment-là? Si vous regardez une piste d'explication, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher des articles de synthèse de Peter de Ménocal, qui publie assez régulièrement. Il doit même en exister des versions qui ont été traduites dans Scientific American, c'est quoi? C'est pour la science, non? Ouais. Donc Peter de Ménocal qui fait un peu des synthèses sur ces aspects-là. Si on regarde l'évolution des hominines, si on regarde, évidemment c'est pas sur cette figure-là, mais en général il y a aussi les productions, si, c'est juste là, bon, il n'y a pas grand-chose. Les productions, les cultures matérielles, et qu'on met ça, en regard de ça, on met les proxys qu'on a pour l'évolution du climat et de la végétation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors il se trouve que c'est assez intéressant pour une période plus ancienne, celle des Australopithèques dont je ne vous parle pas aujourd'hui, où on a longtemps pensé, l'East Side Story, aridification, c'est pour ça que les Australopithèques se sont redressés, enfin plutôt que la sélection naturelle, a favorisé les individus plutôt bipèdes parce qu'il n'y avait plus d'arbres. Depuis, on sait que c'est assez faux. Les Australopithèques, la plupart vivaient dans des forêts, en tout cas dans des savanes très arborées. Donc, effectivement, si vous regardez les proxys du climat et de la végétation, vous voyez que c'est, selon les sites, c'est plus ou moins humide, plus ou moins arboré, plus ou moins découvert, mais il y a des australopithèques découverts dans tout type de milieu, on va dire, plus ou moins arborés. Par contre, dans la fenêtre chronologique dont on est en train de parler, là, entre 2,6 et 1,6 million d'années, on voit que tous les indicateurs montrent une très claire tendance pour tous les sites de l'Afrique de l'Est, à une aridification et à une ouverture du milieu. Alors, aridification et ouverture du milieu, ça marche plus forcément pour l'histoire de la bipédie, mais ça marche très bien
comme une hypothèse pour expliquer pourquoi toute cette diversification chez les hominines, parce qu'on peut imaginer que des changements drastiques, une aridification très marquée, ça va fragmenter les milieux. Les milieux vont se retrouver extrêmement fragmentés et diversifiés, avec les bords de lacs, les bords de rivières, les savanes très très ouvertes et très sèches. Et quand on fragmente les niches écologiques, pour faire de l'évolution simple, au niveau de la sélection naturelle, ça accélère énormément les choses. Et pour le faire simple, ceux qui se retrouvent en savane très très sèche et très ouverte, la sélection naturelle ne veut pas jouer de la même façon que ceux qui sont restés en bord de lac ou le long des rivières arborées. Voilà, la sélection ne va pas opérer de la même façon sur les caractères, et on peut se retrouver avec une diversification morphologique très forte et assez rapide. Et donc, finalement, peut-être que l'histoire de notre origine du genre Homo, elle se situe quelque part dans cette histoire de milieu est-africain qui se retrouve sous forte pression de changement climatique et environnemental. Très rapidement, on va parler des premières. Alors, je ne sais pas trop comment faire, je sais jamais trop comment faire en anglais. Mais en français, il faut toujours faire remarquer qu'on a mis un S à première sortie d'Afrique. C'est un peu comme tout à l'heure, quand vous parliez avec Paul de la sortie d'Afrique d'Homo sapiens, il faut quand même jamais oublier qu'ils ne sont pas tous sortis d'Afrique en se disant « Allez, il y en a marre de l'Afrique, moi je m'en vais d'Afrique ». Il y en a plein qui sont revenus. Et c'est des déplacements qui se font de proche en proche. Les groupes, ils vont un peu plus loin. D'autres se disent « Oh non, c'est pas bien là-bas, je reviens ». La sortie d'Afrique, c'est pareil. C'est pas un jour un homo habilis qui s'est dit tiens, si je sortais d'Afrique. C'est des groupes qui sont allés toujours un peu plus loin, et puis sans le savoir évidemment, ils se sont retrouvés en dehors d'Afrique. D'autres sont revenus, d'autres sont repartis aux mêmes endroits et sont allés un peu plus loin. Et puis de proche en proche, on s'est retrouvé avec des hominines répartis sur tout l'ancien monde, en tout cas évidemment pas sur le continent américain. Donc ça, c'est ce qui se produit depuis à peu près, alors les dates des premières sorties d'Afrique, on dit en général que c'est au moins il y a 2 millions d'années. Pourquoi ? Parce que le site le plus vieux qu'on connaisse hors d'Afrique, il a un peu moins de 2 millions d'années, sauf qu'on est sûr de ne pas avoir trouvé le plus ancien, sinon on aurait eu beaucoup de chance. Mais bon voilà, c'est quelque part, il y a au moins 2 millions d'années, on va dire que les hominines sont sortis pour la première fois d'Afrique. Sont sortis et dont on a retrouvé les traces. Alors voilà à quoi ressemble une carte très simplifiée des plus anciens restes humains. Je ne parle pas des outils de pierre taillée, là, parce qu'il y en a des beaucoup plus anciens, par exemple en Europe, mais au niveau des fossiles d'hominines, voilà les dates qu'on a. Donc 1,8 million d'années à Dmanisi en Géorgie. En Chine, 1,9 million d'années à Longupo, 1,7 million d'années à Huanmu, ce sont des fossiles qui sont sempiternellement très très débattus. Alors là, c'est un fragment de mâchoire inférieure et quelques chicots. Est-ce que c'est vraiment un hominine ou est-ce que c'est pas plutôt une espèce de grand singe comme les Lufengpithecus qui étaient plutôt affiliés aux orang-outans, etc. Bon, tout un tas de discussions. En Indonésie, sur l'île de Java, aux alentours de 1,5, peut-être dès 1,8 million d'années. Et puis en Europe, à Cima del Elefante, à Atapuerca, des fossiles datés d'1,2, 1,1 million d'années. Donc voilà pour les plus anciens connus hors d'Afrique actuellement. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'on n'en trouvera pas d'autres prochainement. Ce que je vais évidemment pas vous détailler toutes les premières sorties d'Afrique. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est une approche un peu plus générale de ces sorties d'Afrique. À partir du moment où les hominines sortent d'Afrique, alors encore une fois, vous allez me dire oui, mais l'Afrique c'est vaste, et puis l'Afrique c'est pas tout du désert, c'est pas tout de la savane, ça c'est évident. Mais à partir du moment où ils sortent d'Afrique, au niveau des conditions environnementales et climatiques, pour ceux qui sont restés en Afrique de l'Est, pour ceux qui sont maintenant en Europe un peu septentrionale, pour ceux qui sont en Chine, pareil un peu septentrionale, pour ceux qui sont sur l'île de Java, au niveau climat et environnement, alors là, on est dans des choses très drastiquement, enfin très 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 différentes. Là, ils sont par moments sous la neige, ici et ici,
Ici, ils sont dans la forêt tropicale humide extrêmement fermée. Ici, ils peuvent être dans différents types d'environnements, mais savane ouverte, etc. Donc là, on a des conditions climatiques et environnementales qui sont vraiment extrêmement différentes, extrêmement variées, qui produisent forcément d'une façon ou d'une autre des pressions de sélection qui vont être très diversifiées et très diverses. Vous rajoutez là-dessus des distances qui sont énormes. Hein, je vous ai dit, de proche en proche, on peut facilement partir d'Afrique et arriver quelques générations après en Chine. Mais bon, ça se fait quand même pas du jour au lendemain. Donc on met de la distance, les némographies sont faibles, les pressions de sélection sont différentes, il y a des barrières géographiques. Et bien tout ça, encore une fois, ça stimule la sélection naturelle, ça stimule un peu l'évolution. Donc on va assez rapidement se retrouver avec des évolutions, alors biologiques mais aussi culturelles. Hein. Selon que vous soyez sous la neige en Chine ou dans la forêt tropicale en Indonésie, vous n'avez pas besoin de fabriquer les mêmes choses. Vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes ressources non plus. Donc tout ça, ça va beaucoup booster l'évolution des hominines. Alors j'ai rajouté, là, pour ne pas oublier de vous le dire, dans ces périodes-là, et de toute façon pour toutes les périodes de la paléoanthropologie, il y a de très nombreux débats sur les fossiles, la description des fossiles et leur attribution à des espèces. Et il y a beaucoup de débats entre, finalement, est-ce que tous ces gugus correspondant à une période chronologique, on reste quand même un peu raisonnable, hein, mais qu'ils soient en Europe, en Asie, en Afrique, aux alentours d'1 million d'années, ils sont effectivement assez différents. Eux, ils se ressemblent beaucoup entre eux, ils se ressemblent beaucoup entre eux, et eux, ils se ressemblent beaucoup entre eux. Mais est-ce qu'on les considère comme appartenant à une seule espèce, Homo erectus, qui aurait une diversité, une amplitude de variation qui serait extrêmement grande, hein, beaucoup plus grande que la nôtre actuellement, ou est-ce qu'on considère que ça devait correspondre à une espèce Homo ergaster, ah, je me trompe de bouton, Homo ergaster en Afrique, une espèce Homo heidelbergensis, ou antécéssor plutôt en Europe, et une espèce Homo erectus en Asie. Bon, on n'aura jamais la réponse à ça. Hein. C'est pas le lieu ici d'avoir une discussion avec vous sur ce que je pense de l'espèce, mais voilà. Voilà, on n'aura jamais la réponse à ça, mais il y a les partisans de dire « Oh ben non, mais ils sont pas si différents, donc on les appelle tous Homo erectus », et les partisans de dire « Ouais, mais si on appelle tout Homo erectus, on va oublier qu'en fait, ceux-là ne sont pas pareils que ceux-là, et ne sont pas pareils que ceux-là ». On n'est pas sûr que ça veuille dire quelque chose, mais peut-être que ça veut dire quelque chose, peut-être que c'est des pistes de recherche qui seraient intéressantes, qu'on pourrait éventuellement oublier en mettant tout dans le même sac, et en disant oh, « c'est tout pareil, c'est juste dû à des différences liées au climat, à l'ensoleillement, comme on en trouve chez Homo sapiens aujourd'hui ». Alors qu'encore une fois, elles sont beaucoup plus grandes. Hein. Et donc, je vais finir vite, avec la toute fin. Donc là, on est dans la période contemporaine de notre espèce, Homo sapiens. Et pendant très longtemps, cette période, donc il y a à peu près, si on prend l'ancien monde, encore une fois, je ne parle pas de l'Amérique, parce que l'Amérique, on sait que les premières présences humaines, c'est très récent, entre guillemets, hein, par rapport à ce dont on est en train de parler là. Cette période, on va dire grosso modo entre 100 000 ans et 50 000 ans, ça fait depuis les débuts de la préhistoire et de la paléanthropologie que nous, Européens, on sait que c'est une histoire sérieuse entre deux humanités différentes, Homo neanderthalensis et Homo sapiens. Sauf que depuis quelques années, on sait que c'est plus complexe que ça, et il n'y a pas uniquement en Europe qu'il y a deux espèces différentes qui se sont côtoyées il y a très peu de temps. Et je vais vous parler des petits cousins. Les petits cousins, c'est qui? C'est d'abord celui-là, donc Homo floresiensis, publié en 2004. Un ensemble de découvertes faites dans la grotte de Liangbua, sur l'île de Flores, ici, dans la partie orientale de l'Indonésie. Donc, publication dans Nature, short for age. Alors, à l'époque, on pensait que Homo floresiensis datait de 60 000 ans pour les plus vieux et 18 000 ans, voire 12 000 ans pour les plus récents, ce qui faisait vraiment des fossiles très très récents. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, je vous montrerai les nouvelles datations juste après. Et donc la publication de quoi? D'une nouvelle espèce d'hominine de petite corpulence, découverte dans le Pléistocène supérieur de Flores en Indonésie. Donc on est dans une période très très récente, contemporaine de la nôtre Homo sapiens. On sait qu'il y a Néandertal. Néandertal, il est toujours différent d'Homo sapiens, mais bon, il n'est pas si différent que ça.
Et là, c'est quoi? Eh ben, c'est quelque chose qui ressemble en rien du tout à Homo sapiens et à Néandertal. Donc les dates aujourd'hui, hein, c'est 100 000 ans pour les plus anciens et 60 000 ans pour les plus récents. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas un gugus trouvé au fond d'une grotte. L'ensemble des restes fossiles qui ont été découverts correspondent à au moins 12 individus différents. Donc ce sont 12 individus différents qui, à des variations individuelles près, sont tous faits sur le même moule et qui sont caractérisés par quoi? Le premier aspect très marquant, c'est leur très petite taille. Stature adulte, maximum 1,10 m. Cette photo que j'aime beaucoup, c'est notre collègue américain Bill Youngers, qui est un solide collègue américain, mais qui tient par les épaules la petite dame de Flores. Voilà, vous voyez la différence de taille. Hein. 1,10 m à l'âge adulte, c'est quand même très très petit. Sur l'ensemble des éléments du squelette, il y a tout un tas de caractéristiques qui sont plus étonnantes les unes que les autres. Quand je dis étonnante, c'est à l'époque où ça a été publié, personne n'aurait osé imaginer un scénario comme ça, hein, de dire dans pas longtemps, il y a quelqu'un qui va trouver en Asie du Sud-Est une espèce datée de 50 000 ans et qui présente en gros des caractéristiques d'Australopithèque. Hein. Tout ce que je vous présente là, c'est en gros ce à quoi ressemblaient les Australopithèques qui vivaient en Afrique il y a plus de 3 millions d'années. Je vais ellipser Homo floresiensis parce que je vais vous parler d'un autre que j'aime encore plus. Finalement, l'explication la plus probable, je reviendrai là-dessus, c'est que ça correspond à une espèce d'hominine endémique à l'île de Flores. Pour la petite histoire, parce qu'après je vais oublier, quand je vous disais que la plupart de ces attributs ressemblent beaucoup plus à Australopithecus qu'à Homo sapiens, les collègues, là, quand ils ont soumis l'article à Nature, ils l'avaient appelé Australopithecus floresiensis. Et le reviewer en dit non, un Australopithèque qui vivait il y a 18 000 ans en Indonésie, c'est hors de question. Donc on rejoint un peu la logique de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur habilis, il doit forcément appartenir au genre Homo. Comme on ne connaît pas d'Australopithèque en dehors d'Afrique, c'est hors de question d'en publier un qui soit extrêmement bizarre et aussi récent en Indonésie. Bon, c'est comme ça. Mais c'est mieux... Bon, non, je dis rien. Donc, énormément de débats sur cet Homo floresiensis. À l'époque, ça a tiré dans tous les sens. Est-ce que c'est pas du tout une nouvelle espèce, mais un Homo sapiens pathologique, atteint d'une pathologie qu'on ne connaît pas, mais qu'on va sûrement bientôt découvrir? Il y a eu des pelletées d'articles publiés là-dessus. Ou est-ce que c'est, comme je viens de le dire, finalement des descendants d'Homo erectus qui étaient présents partout, là, sur l'île de Java, en Chine, pour des périodes antérieures, et qui aurait évolué coincé sur son île de Flores et marqué par l'endémisme insulaire, aurait donné cet Homo floresiensis. Alors, j'en profite pour vous dire 2 mots quand même sur la région. Voilà l'Asie du Sud-Est insulaire. À quoi elle ressemble aujourd'hui? Donc, si vous n'êtes pas familier, là, il y a l'île de Sumatra, Bornéo, Java, les petites îles de la Sonde avec Flores, Sulawesi ou Célèbes, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie. Et puis les Philippines, vous avez l'île de Palawan, vous avez Mindanao, vous avez l'île de Luzon, et puis toutes les petites îles qui sont entre les deux. Voilà la configuration actuelle. Mais vous voyez, comme c'est une photo satellitaire, vous voyez quelque chose d'assez intéressant. C'est que cette zone, elle a été extrêmement sensible à toutes les fluctuations du niveau marin qui ont eu lieu tout au long du Quaternaire. Le Quaternaire a été marqué d'alternance de périodes glaciaires, interglaciaires. En période glaciaire, évidemment, il n'y avait pas de glacier là, sur l'Indonésie, hors de question. Par contre, en période glaciaire, le volume des glaces augmente au pôle. Elle vient d'où cette eau? Elle vient de la mer, de l'océan. Donc en période glaciaire, le niveau global des océans, des mers, baisse. Baisse ça peut baisser de 1 mètre, comme ça peut baisser au maximum de 100 mètres, 120 mètres. Mais ce qui s'est passé dans cette région-là, c'est qu'à chaque fois que vous abaissez d'au moins 50 mètres, vous vous retrouvez dans cette situation-là, dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'à chaque période de bas niveau marin du Quaternaire, il y en a eu pas mal. Là, ça doit commencer par là, 2 millions d'années, un peu plus. Il y a eu beaucoup de périodes, tout ce qui est sous le jaune, là, à chaque fois, on s'est retrouvé dans cette configuration-là. Pourquoi je vous montre ça? C'est connu depuis, depuis Mathusalem, non, depuis Wallace. C'est connu par les observations que les animaux, mais aussi les plantes, qu'on trouve de ce côté-là, en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ceux qu'on trouve de ce côté-là, par exemple Sumatra, Bornéo, Java, tout ça, ils ne sont pas du tout pareils.
En particulier la fameuse limite entre mammifères placentaires côté Asie et mammifères marsupiaux côté Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a les très nombreuses lignes de Wallace qui ont été décrites. Donc des limites biogéographiques qui sont connues et fameuses depuis très très longtemps. Et donc pourquoi moi je vous parle de ça? Parce que si vous êtes un Homo erectus, et disons que vous êtes un Homo erectus, vous avez envie d'aller sur l'île de Java, eh ben, il y a plein de moments où vous pouvez tout simplement y arriver à pied. C'est à pied sec, évidemment vous n'avez aucune idée que vous allez sur l'île de Java, vous n'avez aucune idée que par le passé et dans le futur ce sera de nouveau une île, mais vous passez sans problème. Ça explique qu'il y ait des milliers de fossiles d'Homo erectus qui ont été mis au jour sur l'île de Java. Par contre, si vous êtes un Homo floresiensis ou un ancêtre d'Homo floresiensis et que vous voulez aller sur l'île de Flores parce qu'il y a un copain qui vous a dit qu'il y avait une grotte qui s'appelle Yangbua qui était assez sympa pour s'installer, eh ben vous ne pouvez pas passer à pied sec. Ça, on en est sûr. Il n'y a aucun moment du Quaternaire où l'île de Flores a pu être accessible à pied sec. Donc il faut traverser. Et s'il faut traverser, ça veut dire que des ancêtres d'Homo floresiensis auraient réussi à traverser des bras de mer. Et ça, on va dire qu'encore une fois, on retombe sur un truc assez classique. C'est inconcevable pour un certain nombre de collègues, parce que qui est le seul qui sait naviguer, qui sait traverser la mer? C'est nous, c'est Homo sapiens. Donc c'est pas concevable qu'un autre ait pu... Ah oui, j'ai oublié mon petit squelette. Donc, ça s'est battu comme des chiffonniers. Si ça vous intéresse de faire de la bibliographie sur Homo floresiensis, bon courage, vous en avez pour quelques années. Voilà, quelques-uns des auteurs principaux, ça me permet de rendre hommage il y en a pas mal qui sont plus de ce monde, Mike Morwood, co-découvreur, et le professeur Jacob, grand professeur de paléanthropologie en Indonésie, avec qui j'avais fait une partie de ma thèse d'ailleurs. Les deux, là, il y a eu deux clans qui se sont battus très fort, pour des raisons extra-scientifiques y compris. Tout ça, c'est à peu près clos, grâce à des découvertes qui ont été effectuées dans d'autres sites de l'île de Flores, des sites de plein air, le site de Wolosegue et le site de Matamengue, il n'y a même pas 10 km entre les deux sites. De quoi? Alors, des outils de pierre taillée, mis au jour dans des niveaux datés d'1 million d'années. Là, on n'est plus du temps de Licky, là, c'est des datations radiométriques bien contrôlées. Et dans le site voisin de Matamengue, dans des niveaux datés de 700 000 ans, également des outils de pierre taillée, mais quelques dents et un fragment de mâchoire inférieure. Ici, c'est la mâchoire d'Homo floresiensis pour comparer sur la figure, là. Donc des restes humains. Donc là, il n'y a plus grand monde qu'ose dire quoi que ce soit. C'est évident. On ne sait pas encore bien qui, parce qu'à partir de ces restes-là, voilà, il y a beaucoup de ressemblances quand même avec les Homo erectus indonésiens. C'est évident qu'il y a 700 000 ans, voire même 1 million d'années, il y avait un hominine qui était effectivement présent sur l'île de Flores. Donc on ne sait pas comment ils sont arrivés là, mais maintenant on est sûr qu'ils y sont arrivés. Donc ça fait un ancêtre très probable, Le scénario pour l'origine d'Homo floresiensis, en tout cas, se met bien en place autour d'un ancêtre Homo erectus. Et donc, quelques années après, on est arrivé, on était bien content que le gros débat se soit calmé sur Homo floresiensis. On a publié, nous aussi, allez, il n'y avait pas de raison, une nouvelle espèce à partir de restes fossiles découverts aux Philippines. Tout comme Flores, sur l'île de Luzon, ici où se trouve la grotte de Callao, où on a découvert les fossiles, quelle que soit la période du Quaternaire, on ne peut pas y aller à pied sec, donc il faut traverser la mer. On est exactement dans le même type de contexte. Alors je vais vous montrer un peu, voilà, le lieu de la région de découverte, c'est ici, au nord-est de la grande île de Luzon. Manille est ici aujourd'hui. La grande rivière, la Cagayan, qui coule du sud vers le nord. Et ici, vous avez la Pinacanawan, qui traverse un massif calcaire, le massif de Callao, où il y a, sans exagérer, peut-être 1 millier de grottes. Donc il y a du travail pour vous dans le futur, si ça vous intéresse. Donc il y a énorme, c'est d'une richesse phénoménale. Et donc la grotte de Callao, où on a découvert, alors pour le tout premier reste, c'était en 2007, en 2009 rien, la plupart des fossiles découverts en 2011, et puis une dent supplémentaire en 2015. Et puis on a eu beaucoup de chance, on a fait les fouilles en février-mars 2020, où on commençait à voir que les choses se passaient pas très bien.
de temps en temps, quand on avait accès au réseau, on se disait, voilà, mais c'est pas une petite grippette là qui se développe. Et donc moi je suis rentré en France par mon avion qui était prévu. 3 jours après, on était tous confinés. Les collègues philippins se sont retrouvés coincés qui étaient restés pour fermer le site. Ils ont dû demander des dérogations parce que tout pareil, aux Philippines, ils ont tout fermé. Enfin bref, voilà. On a eu de la chance quand même de pouvoir faire ça juste avant que tout ça se ferme. Donc voilà les restes. Beaucoup, pas beaucoup, hein. On peut en discuter pendant des heures. Le premier élément, un métatarsien, donc un ossement du pied, en 2007. Ces éléments découverts en 2011, avec les éléments, les dents en particulier, et des phalanges de mains et de pieds, et donc une dent supplémentaire en 2015. Quelques mots sur ce petit assemblage. On sait que le nombre minimum d'individus, c'est 3, parce qu'il y a 2 exemplaires de 3e molaire supérieure droite. Donc c'est forcément 2 individus et 2 adultes, a priori, puisque c'est la dent de sagesse. Et puis on a au milieu ce petit, on ne se rend pas compte de l'échelle là, c'est une diaphyse de fémur, qui est grande comme ça en fait, donc qui est extrêmement petite. Et quand on l'a analysé au micro-CT, la structure de l'os correspond à un individu en cours de croissance, c'est un juvénile en fait. Donc on a au moins un juvénile et 2 adultes. Après évidemment je ne peux pas vous dire si les dents et cette phalange appartenaient au même individu, ça c'est impossible. Par contre, on sait que ces 5 dents appartenaient au même individu, c'est sûr, avec les correspondances exactes des facettes de contact ici. Et puis des datations, donc on a fait des datations directes sur certains de ces éléments, celui-ci et cette dent en particulier, et puis aussi sur des dents de cervidés, donc on a des âges minimums de 50 000 ans à 67 000 ans. Âge minimum, c'est lié aux limites de la méthode de datation qui était la seule qui a fonctionné sur ce matériau-là, les méthodes des séries de l'uranium. Âge minimum, ça veut dire c'est âgé de 50 000 ans ou plus. 67 000 ans ou plus. Bon, c'est déjà une bonne indication. Alors, bon, je ne vais pas tout vous détailler, surtout qu'il faut que je termine. Au niveau des dents, c'est super intéressant. C'est un peu la Rolls du paléoanthropologue, hein, les dents, parce que déjà, c'est ce qui se conserve le mieux. Donc, c'est dans le registre fossile, c'est ce qu'on a, mais de façon qui est le plus représenté, c'est les proportions comparées au reste osseux, c'est incroyable. Et puis on en a pour toutes les espèces, et puis on maîtrise relativement bien quand même les modalités, le rythme d'évolution des dents chez les hominines, justement parce qu'il y en a beaucoup dans le registre fossile. Alors les dents d'Homo luzonensis, elles sont intéressantes, il y a des contrastes très marqués au niveau entre les prémolaires et les molaires. Les dimensions sont minuscules. Alors les prémolaires, elles sont petites comme des petits Homo sapiens et un peu plus grandes que celles d'Homo floresiensis. Mais les molaires sont extrêmement petites, elles sont beaucoup plus petites que des molaires d'Homo sapiens, elles sont même beaucoup plus petites que les molaires d'Homo floresiensis. Donc elles sont petites, mais c'est intéressant parce qu'il y a des proportions prémolaires-molaires qui sont extrêmement étonnantes, extrêmement bizarres. Et puis il y a tout un tas de caractères que je ne vais pas vous développer, y compris sur la structure interne, l'analyse de la surface de la jonction émail-dentine. Les paléanthropologues, vous savez même les paléontologues en général, on a un gros problème, c'est que les caractères les plus intéressants sont sur la surface occlusale des dents, sauf que la surface occlusale des dents, au fur et à mesure du vieillissement, à force de manger, ça s'use, donc ça vient gommer les caractères. Avec les méthodes d'imagerie à rayon X modernes, à haute résolution, on s'est rendu compte que si on enlevait virtuellement l'émail, eh ben la surface qui est dessous, la surface de dentine, elle a pratiquement exactement les mêmes caractères que l'émail dentaire, et c'est préservé de l'usure, sauf dans des cas d'usure très prononcés. Donc on travaille de plus en plus sur cette surface de jonction émail-dentine. Je ne vous détaille pas, mais y compris le nombre de racines et la forme des racines, etc. On a aussi un contraste des prémolaires qui sont extrêmement primitives et des molaires qui sont extrêmement modernes, dans le sens dérivé, qui ressemblent extrêmement à des molaires d'Homo sapiens, très petites, très simples. Donc des choses très, très intéressantes. Ces combinaisons de caractères, j'allais dire uniquement sur les dents. Alors les collègues paléontologues qui travaillent sur les cochons, les éléphants ou les chevaux, ils se posent moins de questions que nous, paléanthropologues. Hein. S'ils ont une série de dents qui est complètement différente de tout ce qu'ils connaissent jusqu'à maintenant, ils créent une nouvelle espèce, ça pose de problème à personne. Bon, nous, la situation était un petit peu différente, mais bon, il y avait déjà de très forts indices que vraiment ça correspondait à rien de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et puis, il y a d'autres éléments. Je vais vous montrer juste celui-là parce qu'il est assez intéressant. Cette petite phalange de pied,
Donc c'est une phalange proximale de pied, c'est certainement pas le pouce, certainement pas le petit doigt de pied, c'est doigt 2, 3 ou 4, on ne sait pas, mais c'est la première phalange. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'une phalange de pied, aujourd'hui chez nous, Homo sapiens, ça ressemble à ça. On a une forme qui est dite en sablier et un bord supérieur qui est extrêmement rectiligne, parce qu'on a un pied qui est hyper adapté à la stabilité au sol, à la bipédie. Chez un australopithèque, on a cette forme qui n'est pas en sablier, mais avec des insertions musculaires très développées pour les muscles fléchisseurs des pieds, donc les muscles qui servent à fléchir les pieds. Et on a une courbure dorsale qui est extrêmement marquée, donc des phalanges qui sont courbes. Bon, je ne sais pas si c'est assez clair sur la figure, mais la phalange d'Homo luzonensis, elle est là. Elle ressemble pratiquement trait pour trait à une phalange d'australopithèque, à un point qu'il y a un des reviewers qui m'avait engueulé en me disant « Mais tu ferais gober à n'importe qui que vous l'avez trouvé en Éthiopie dans des niveaux datés de 3 millions d'années, donc il faut vraiment mettre le paquet. » Donc vraiment, alors ça pour le coup c'était une des plus grosses surprises parce que retrouver un os de pied, le métatarsien, il y a plein de choses super intéressantes aussi, mais des éléments de pied aussi primitifs pour simplifier. Chez un hominine qui vivait aux Philippines il y a 50 000 ans, c'était assez inattendu. Juste pour vous montrer, je ne sais pas si certains aiment bien la morphométrie, mais c'est un truc qu'on aime bien au muséum, certains d'entre nous. On a décrit les caractères, on a aussi fait des analyses morphométriques pour vraiment démontrer que la conformation de la phalange, c'est pas une vue de l'esprit, elle ressemble vraiment, elle a des affinités très très fortes avec celle des australopithèques. En deux mots, en orange, ce sont deux phalanges d'Homo floresiensis, en violet, des phalanges d'Homo sapiens, en vert, des phalanges d'australopithèques, et en noir, c'est la phalange de Kalao. Et si on fait une petite animation dans cette analyse en composantes principales, si on se déplace le long de l'axe principal, on peut faire un morphing en fait, des changements de conformation. Donc on commence ici complètement à gauche avec une conformation hyper homo sapiens, forme en sablier, bord dorsal hyper rectiligne, puis d'autres caractères. Il y a aussi l'orientation de la facette proximale. Et si on se déplace vers la droite, on a le changement de la conformation, les insertions qui se développent, la courbure qui se marque de plus en plus, et puis l'orientation qui devient très différente ici. Et notre phalange d'Homo luzonensis, elle est elle n'est pas en plein dedans, mais elle est dans la variation des australopithèques. Il y a aussi des éléments de la main qui sont très intéressants et assez étonnants. Si on compare les proportions, elle est là, comparée à Australopithecus, Paranthropus, Homo naledi, Homo floresiensis, Homo sapiens, Néandertal. Donc ça sort, elle est vraiment super bizarre, elle est très allongée, très, très étroite et très aplatie. On a aussi fait de la morphométrie géométrique, je passe. Il y a 40 à 50 000 ans, c'était comme ça. Il y avait des Homo sapiens, surtout en Afrique, ils avaient commencé à sortir, des Néandertaliens, surtout en Europe. Il y avait les fameux Denisoviens qui se baladaient quelque part entre Sibérie et Tibet. Il y avait Homo floresiensis sur son île de Flores, Homo luzonensis sur son île de Luzon, et probablement d'autres, qu'on n'a encore pas du tout découvert, et puis on ne sait pas pourquoi, mais voilà, ce qu'on est devenu. Il n'y a plus que nous, on se sent un peu seul. Et puis vous regarderez, c'est là-dessus que je voulais finir, il y a quelques années, il y a des collègues qui avaient publié une hypothèse assez intéressante, qui l'est toujours, que finalement, la bipédie stricte d'endurance, et voire même la course d'endurance, était probablement ce qui permettait de définir le genre Homo, parce qu'il n'y a que le genre Homo qui avait des pieds qui montraient qu'on était adapté au déplacement sur de longues distances et même à la course. Et ce que je trouve très amusant, c'est que si on reprend ça avec Homo floresiensis et Homo luzonensis, on n'a pas franchi le pas de dire que les deux grimpaient dans les arbres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec des pieds comme ça, ils ne devaient pas être excellents bipèdes et certainement pas très bons coureurs. Donc voilà, par rapport à la définition du genre Homo, en fait, peut-être qu'il faut arrêter d'essayer de définir le genre Homo parce qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.